Alors, sur l'asservissement, ici, la FTBO, ce qu'il faut pour dire c'est éventuellement la modélisation d'un système asservi, la condition, il faudrait que l'un des retours corresponde à un retour d'asservissement. C'est-à-dire que ce retour corresponde à un capteur, puis ici on a un correcteur. Donc là, la question c'est de savoir quelle est la FTBO. On va juste bien rappeler la définition. Il va falloir poser le epsilon là. Souvent, quand même, ils vous la définissent correctement dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'ils vous donnent la grandeur qui est là, puis après, on vous dit bien la BO, qui sur quoi c'est quoi. Si on vous dit rien, c'est la sortie. Vous avez une boucle, on a l'impression qu'elle a un briquet, mais en fait, c'est bon, elle est concentrique parce que là, les points de prélèvement que vous avez ici, vous pouvez les permuter sans problème. Hein. Ça veut dire que le point de prélèvement, là, je peux le mettre ici, celui-là. Je peux les permuter, les points de prélèvement, quand ils sont côte à côte. C'est comme pour les comparateurs, hein. Je peux les permuter sans problème. Donc là, ça veut dire que vous avez une première boucle concentrique, et ça, c'est chaîne directe sur un plus FTBO, c'est un retour unitaire, donc c'est chaîne directe, c'est BCD sur 1 plus BCD. Donc on va avoir A BCD sur 1 plus BCD. La FTBF, une fois qu'on a trouvé la BO, vu qu'on a un retour unitaire, on peut trouver que c'est la BO sur 1 plus BO. Donc retenez ça, BO sur 1 plus BO, avec un retour unitaire. La BO trouvée, on a dit ABCD sur 1 plus BCD. La BF, on va avoir ça au numérateur, ça au dénominateur, on va tout multiplier par 1 plus BCD. Ce qui fait que le 1 plus BCD, on va le retrouver là, et on va avoir ça. Hein. Maintenant, la BO ici. La seule possibilité d'avoir l'erreur quelque part, ça va être là. Hein. L'erreur va être là. S sur epsilon. Alors quand vous avez une perturbation comme ça, on ne la compte pas pour la BO, donc c'est uniquement BC. La BF, par définition, ça sera la sortie sur l'entrée. Juste pour la question d'avant, dans la BO, on ne prend jamais en compte la perturbation, c'est ça ce que vous avez dit? C'est ça. Ok, d'accord. Donc peu importe le type de chaîne qu'on a, on s'en fiche de la perturbation à chaque voilà. fois. La BO, elle doit être indépendante de la perturbation. En fait, la BO, vraiment, elle caractérise le système indépendamment de la perturbation. S sur E, c'est bien la définition de la BF. Alors après, normalement, c'est quand même bien défini. Hein, la BO, s'il y a une perturbation dans le sujet, je pense qu'ils ne prennent pas le risque que ça pose problème. Donc ils disent bien, c'est la BO en posant P est égal à 0. Généralement, c'est ce qu'on voit dans les sujets. Hein. Moi, c'est ce que je vois souvent dans les sujets. Clément, il dit pourquoi l'epsilon ne peut pas être à la sortie de A. Il ne peut pas être à la sortie de A parce que ici, à la sortie de A, on n'a pas un écart. Le epsilon, c'est un écart. Là, vous voyez, on a juste A fois l'entrée. Donc le epsilon, c'est toujours à la sortie d'un écart. A, B, C. Et puis là, au dénominateur, on a ça. Donc ça fait ABC sur 1 plus BC. Ensuite, il y avait des questions un peu de cours sur, en regardant un schéma bloc, est-ce qu'on est capable de déterminer rapidement les erreurs. Donc là, on vous demandait l'erreur de position sur ce système-là. Donc l'erreur de position, il faut se rappeler que, alors on a une perturbation nulle, donc ça veut dire que ça, on ne compte pas. Il faut caractériser la BO. On a un tableau à retenir. Donc c'est le tableau qu'on va retrouver ici, je pense. Le tableau ici, échelon, rampe, les synonymes de ces lignes-là, en fait, hein, c'est erreur de position. Et la deuxième ligne, c'est erreur de traînage. Donc là, la position, on va se mettre là. Puis après, il faut savoir dans quelle colonne on se met. Donc on voit que la colonne, ça dépend uniquement de la classe. Donc la classe, c'est le nombre d'intégration de la BO. Attention, là, c'est la classe de la BO. On regarde la classe de la BO. Il n'y a pas d'intégration, c'est 0. Dans la colonne, on est ici. Donc on a une erreur non nulle qui est égale à l'amplitude de l'échelon sur 1 plus K, K étant le gain statique de la BO. C'est le produit de tous les gains, donc on a KM fois pas sur le pi fois KC. On vous dit que l'amplitude d'entrée est unitaire, c'est-à-dire que le E0 égale à 1. Ce truc-là, hein, 1 au numérateur, et puis après, là, on a le produit des gains. Maintenant, perturbation nulle, erreur de traînage. Et c'est la même fonction transfert. Donc ça veut dire que maintenant, je vais être sur la deuxième ligne. Donc je vais être là et ici. Donc on a bien l'infini. Ensuite ici, même fonction transfert. Mais attention, cette fois, on a une perturbation de type échelon. Donc, amplitude égale à 1. Et puis on a le schéma bloc suivant. Alors c'est plus le même tableau. Le tableau qu'il faut aller voir maintenant, c'est celui qui concerne le cas des erreurs. Donc voilà le tableau qu'on va obtenir. Donc il faut savoir où on se met. Hein. Alors vous voyez que là on a une perturbation de type échelon, hein, donc c'est-à-dire que pour cette question on va se mettre là. Reste à savoir la colonne. Alors vous voyez que là c'est un peu plus difficile parce qu'il y a deux cas à discuter, il y a le alpha 1 et le alpha 2. Le alpha 1, si vous vous rappelez, c'est l'onde d'intégration en amont de la perturbation. Le alpha 2, c'est le nombre d'intégration en aval de la perturbation. On va regarder tout de suite. Donc, de toute façon, on avait une classe nulle, que ce soit en amont ou en aval. Donc, on a alpha 1 égale 0 et alpha 2 égale 0. Alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0. Donc, on va se situer ici. Donc, P0, c'est l'amplitude de l'échelon, nous, il vaut 1. Et puis, K2, K1. Donc, on va voir K2 au numérateur. K2, c'est le gain en aval de la perturbation. Donc là, ça doit faire le pas sur 2pi fois cassé, c'est au numérateur. Et au dénominateur, on va avoir 1
plus gain en BO. Pas sur 2π fois cassé au numérateur, divisé par km pas sur 2π fois cassé. Epsilon statique vis-à-vis d'une perturbation. Hein. Je vais le noter comme ça. Donc K2, le pas sur 2π fois cassé. Et au dénominateur, c'est la même chose, mais multiplié par km. Erreur due à une perturbation de type échelon avec ce système-là. Alors, qu'est-ce qui change? Cette fois-ci, vous voyez qu'on a une intégration en aval de la perturbation. Donc, ça veut dire que le alpha 2, il est égal à 1 et que le alpha 1, il est égal à 0. Alpha 2 égale 1, donc ici, et alpha 1 égale 0. Donc, on va bien être là. Donc, on va avoir P0 sur K1. P0, c'est toujours 1. 1 sur le gain statique en amont de la perturbation. Donc, 1 sur K. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut bien le tableau en face. Perturbation nulle, erreur de position. Ça veut dire qu'il faut revenir dans le tableau d'avant. Donc, ça veut dire que là, on a une classe égale à 1. On a une intégration qui vient de là. Donc, ça, c'est alpha égale 1. Donc, on a bien une erreur. Bien. Après, on a perturbation nulle, erreur traînage. On va être alpha égale 1, erreur traînage. Donc, deuxième ligne, on est ici. On va avoir ce terme-là. A sur K. A, c'est l'amplitude d'entrée. K, c'est le gain de la BO. La amplitude unitaire. 1 sur KBO. Le gain statique, c'est Km fois 1 sur J fois KC. Donc, c'est finalement son inverse. C'est J sur KC Km. On vous demande, donc on nous dit que le système est modélisé par cette fonction transverse, un deuxième ordre. On vous demande quelles sont les affirmations vraies, sachant qu'il peut en avoir une ou plusieurs. Hein. Le oméga 0, on va le retrouver ici, au carré. Oméga 0, c'est la racine de 100, c'est 10. Sur les temps de réponse pour les deuxièmes ordres. Alors le premier ordre, le temps de réponse, il dépend que de taux. Que ce soit le temps de réponse 5%, c'est 3 taux. On peut même dire que le temps de réponse à 1%, c'est 5 taux. Pour le deuxième ordre, c'est un peu plus compliqué parce que ça va dépendre de deux paramètres en même temps. Ça va dépendre de xi et de oméga 0. Là, pour ça, on va s'aider d'un abac qui est à la page d'après, c'est celui-là. Déjà, ce qu'il faut, c'est retenir la forme de cet abac. Si vous avez besoin de l'avoir précisément, cet abac, on vous donnera. Après, c'est pas mal de se souvenir un petit peu de caractéristiques particulières. Moi, je vous conseille de retenir ça, le point qui est là. On voit qu'on a un minimum. Alors ça, c'est le temps de réponse réduit. C'est une façon de représenter avec une seule courbe l'évolution de deux paramètres, xi et oméga 0. Donc on voit que du coup, cette courbe-là, elle présente un minimum. Ça veut dire que quel que soit oméga 0, il y a un minimum en fonction de xi. Le minimum, il est atteint pour xi qui est égal à 0,7. Hein, là, on a 1, 0,9, 0,8, 0,7. En ordonnée, il faut compter. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à retenir, que c'est l'optimum de rapidité. Donc, xi égale à 0,7, le temps de réponse à 5% fois oméga 0, c'est 3. Donc, le temps de réponse à 5%, c'est 3 sur oméga 0, dans ce cas-là. Il y a autre chose à retenir, c'est l'optimum de rapidité sans dépassement. L'optimum de rapidité sans dépassement, c'est quand xi égale à 1 en fait. Parce que sans dépassement, c'est tout ce qu'on va retrouver au-delà de ce côté-ci là. Là, c'est sans dépassement. Hein. Ici. Donc si le cahier des charges vous dit on ne veut pas de dépassement, en fait, il faut se situer que de ce côté-là. Et là, forcément, le temps de réponse optimal, le minimum, il est ici. Hein. Et donc là, on peut faire la même chose. On peut regarder. On va tomber à peu près autour de 7. Enfin, c'est deux choses qu'on retient parfois dans les clés. Il y a l'optimum avec ou sans dépassement. Il y en a un qui est à 1, l'autre à 0,7. Le temps de réponse 5%, c'est soit 3 sur oméga 0, soit 7 sur oméga 0. Pour savoir le temps de réponse, du coup, vous voyez qu'on a besoin de connaître oméga 0, on l'a déjà. Et puis de connaître le coefficient d'amortissement. On sait qu'oméga 0, c'est 10. On sait que 2 xi sur oméga 0, c'est 1 cinquième. Donc c'est 0,2. Et oméga 0, c'est 10. On va en déduire que xi, c'est oméga 0 fois 0,2 et le tout divisé par 2. Donc ça fait bien 10 fois 0,2, ça fait xi égale à 1. On a vu que dans ce cas-là, avec la bague juste en dessous, là, on a vu que le temps de réponse à 5%, c'est, j'ai mis 7, mais là c'est 5, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Hein, si on compte bien sur l'échelle logarithmique, 3, 4, 5. Donc c'est 5 sur oméga 0. Donc ça fait 5 dixièmes, donc ça fait 0,5. Même genre de question de ce côté-ci. Donc là, le oméga 0, il vaut 10. Et puis, donc, c'est oméga 0 sur 2 fois racine de 2 sur 10. Sachant qu'oméga 0, c'est toujours 10. Donc, je vais avoir racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est à peu près 0,7. 0,707 en fait. Hein. Alors en fait, ça tombe pas exactement sur la bac, là, le 0,7 que vous avez là, c'est pas racine de 2 sur 2, hein, c'est pas une expression analytique exacte, hein, c'est vraiment, ça tombe autour de 0,7. Même si on faisait le calcul numérique, ce serait 0,60. Bon, mais en tout cas, on n'est pas loin de 0,7, hein, qui est l'optimum de rapidité, si vous voulez, une valeur analytique exacte. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas 5, hein, on a vu, on a 3 dixièmes, qui fait 0, c'est bien ce qu'on a ici.